Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h12 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Patrick Forestier, grand reporter et auteur de ce nouveau livre Poutine contre la France. C'est aux éditions du Cherche Midi. Bonjour Patrick Forestier. Bonjour. Alors Patrick Forestier, d'abord je tiens à vous dire que il est le représentant d'une race, non pas en voie de disparition, mais qui s'est beaucoup raréfiée, et au grand dommage du journalisme, parce que, je rappelle simplement rapide, le journalisme c'est, comme disait Albert Londres, la plume dans la plaie, et le journalisme c'est aussi et d'abord l'enquête sur le terrain. C'est très bien d'éditorialiser, c'est très bien de commenter, c'est très bien de raconter ce qui se passe, mais enfin, si on n'est pas allé voir, ça ne veut pas dire que celui qui va voir a toute la vérité, mais au moins, il a vu. Or, le nombre de gens aujourd'hui, et je ne parle pas seulement en France, mais ailleurs, qui commentent, je parlerai pas des généraux de plateau, des médecins de plateau, des physiologues de plateau, des urologues de plateau, qui vous parlent de tout. D'ailleurs, ce sont les mêmes en général, qui sont spécialistes de la guerre, spécialistes du réchauffement climatique, spécialistes du reste. Et ben vous, Patrick Forestier, ça fait une 40aine d'années que pour Paris Match, vous arpentez la planète. Et qui n'a pas lu Paris Match ne peut pas ne pas connaître Patrick Forestier. Et vous, voilà, de Kaboul, de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient, etc. Et là, vous publiez Poutine contre la France. Alors là, je me suis dit, tiens, Poutine contre la France. Alors, Poutine a une obsession, la France, c'est pas vraiment ça, mais vous racontez effectivement la stratégie russe, et c'est intéressant parce que tout le monde s'est focalisé sur l'Ukraine, certes, c'est l'Ukraine qui vous a donné d'ailleurs l'idée de faire cela, mais il y a tout ce qui s'est passé avant. Alors, et ça on en parle très peu, et vous en parlez, c'est vrai, sur ce qui s'est passé en Afrique par rapport et à la politique russe, à Wagner, à Prigojine. Alors, c'est ça qui vous a donné l'idée, vous vous êtes dit, il faut que je raconte ce que j'ai vécu par rapport à cet angle-là. Mais oui, l'invasion il y a 2 ans bientôt de l'Ukraine a fait tilt chez moi, parce que j'avais beaucoup couvert à l'époque de la chute du mur de Berlin, donc oui, déjà la chute du mur de Berlin. Voilà, le rideau de fer qui s'écroule. J'étais à l'époque dans tous ces pays, voilà, l'Afghanistan. Enfin, ouais, c'était l'Union soviétique. Hein, donc voilà, on croyait que c'était fini, terminé. Une page de l'histoire contemporaine s'était tournée, et on voit que au fil des années, on a vu que c'était pas du tout le cas, et quand lorsque Poutine vraiment est arrivé au pouvoir, il a annoncé il y a déjà une 15aine d'années la couleur. Pour lui, donc, l'écroulement de l'ex-URSS, c'était une catastrophe. Ok, bon, c'est son point de vue. Mais il a annoncé aussi que ça n'allait pas rester là, et il a commencé sa reconquista. Mais la reconquista, elle est venue un peu en Europe, mais elle était contournante. Et il est revenu, par exemple, c'est là où ça nous concerne, nous, la France, en Afrique centrale, en Afrique francophone, en gros, ce qu'on appelait jadis notre précaré. Ouais. Et là, nous, on était un peu endormis, il faut le dire, en Europe aussi. On le voit aujourd'hui, pas de munitions, pas le matériel qui manque. Fait bon, je vais pas faire la longue liste, la litanie des problèmes techniques, entre guillemets, et de matériel en Europe, chez les Européens. Mais en Afrique, on était un peu surpris, je crois, parce que il y avait... il y a eu on pensait qu'il y avait une fusion avec les Africains, etc. Voilà, il y avait un peu ça. Ça, avec l'Africain des villes, j'allais dire, Internet... Ça s'était beaucoup distendu. Les Russes avaient compris, peut-être avant nous, même sûrement avant nous, cette guerre hybride. Aujourd'hui, certes, en Ukraine, c'est à coups d'obus et de missiles, mais on peut gagner la guerre sur Internet. Aujourd'hui, on peut gagner la guerre. Ce qu'on appelle le soft power, hein, les hackers, exactement. On va en parler, on va prendre le temps d'en parler. C'est un livre très intéressant avec Patrick Forestier, Poutine contre la France, après cette toute petite pause. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio, et je suis très très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Poutine contre la France, aux éditions du Cherche Midi. Patrick Forestier, grand reporter depuis les 40 ans, on peut dire. Hein. Oui. C'est commencé très tôt. Hein. Oui, mais c'est bien. Vous avez vraiment, comme on dit, baroudé dans la planète entière. Alors justement, on parlait de l'Afrique. Alors, comment ça s'est passé, là où on avait notre précaré, la France-Afrique, on parle moins maintenant, on dit c'est fini. Je ne sais pas si c'est fini. Mais comment la Russie a pénétré, de quelle manière, et comment nous avons laissé faire dans ce précaré de la France, de la pénétration russe? Comment ça s'est passé? Mais c'est un concours de circonstances. Après l'intervention de la France et de ses alliés en Libye et la chute de Kadhafi. 2011. Ouais. Donc nous sommes partis, c'est-à-dire la France et les Anglais, les Américains, tout le monde, et a laissé ce pays ouvert aux quatre vents, sans soutien économique, sans projet à moyen terme, à court terme, pour se relever du kadhafisme. Et là, moi-même j'étais sur place, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, bien sûr, oui. À Benghazi, par exemple, une nuit, une explosion incroyable a fait trembler la ville. C'était un des plus gros dépôts de munitions de Libye. Kadhafi a dépensé des milliards pour acheter des armes de tout calibre à tous les pays, y compris la France, et surtout à l'Union soviétique. C'était à l'époque, ils étaient bien rapprochés. Et donc là, je suis allé voir avec d'autres évidemment, et on a vu une caverne d'Ali Baba gorgée d'armes de toutes sortes, canons, revolvers, munitions, missiles, tout ce que vous voulez, et les gens se servirent. Alors, carrément. Ils partaient avec alors en gros les barbus, les révolutionnaires et les trafiquants. Ouais, évidemment que le malheureux Libyen chef de famille, il n'allait pas aller là-bas pour prendre une mitrailleuse lourde et l'amener chez lui. Vous voyez, donc, toutes ces armes, très rapidement, se sont dispersées dans le pays, ont équipé les gens de mauvaises intentions et ont mis le feu à l'Afrique, à la moitié de l'Afrique. Et nous étions au Mali. Donc on s'est retrouvés face... très vite, donc, c'était pas encore au Mali, mais on commençait à y être, et on a vu arriver donc, ces salafistes armés jusqu'aux dents. Au début, c'était les Touaregs qui travaillaient en Libye, qui faisaient une garde nomade, bref. Et là, on s'est retrouvé à cause de l'action que nous avions menée en Libye. On s'est retrouvé canardé, il n'y a pas d'autre mot, par les armes que nous avions libérées. C'est quand même extraordinaire, c'est un retour de l'histoire. Vous voulez dire, entre les islamistes d'un côté, les révolutionnaires de l'autre, et puis voilà, chacun s'est servi, a fait son marché, et puis... Et s'est dispersé dans tout le Sahel. Mais comment ça se fait? Alors, écoutez, vous étiez là-bas, justement, Patrick Forestier, ça m'intéresse, vous étiez témoin, et Dieu sait de combien de luttes, de guerres vous avez été le témoin. Comment ça se fait? Il n'y avait pas personne ne prévoyait, il n'y avait pas des gens qui disaient, attendez, ok, Kadhafi, c'est un salaud, tout ce qu'on veut, mais on le fait sauter, on le remplace par quoi? Sinon, ça va être, le chaos. Il n'y avait pas d'anticipation, quoi. Non, il n'y a pas eu. Pour ça, il fallait faire de l'accompagnement... du nation building, comme on dit, c'est-à-dire reconstruction, démocratie, élection, tout ça. Ouais. Et puis on n'avait pas bien peut-être appréhendé que la Libye est une agrégation de tribus. Alors que je dis tribus, c'est vraiment des grandes tribus, c'est des millions de gens. Hein. Mais en fait, qui se sentent appartenir à... D'abord la tribu. Voilà. Et donc Kadhafi, par le bâton, et parce qu'il était libyen quand même, avait gouverné de cette manière-là. Il était malin. Il donnait un peu aux uns, aux autres, ou les uns contre les autres. Enfin, il jouait comme ça son pouvoir. Nous, on y est allé un peu naïvement, et cet aspect-là n'a pas été appréhendé, et voilà, ça nous a échappé. Et est-ce que ça a été le cas aussi au Mali, ailleurs en Afrique? Est-ce que ce schéma, le même, hein, rien ne ressemble à rien, mais quand même, est-ce que ce schéma au Mali, au Burkina Faso, on voit ce qui se passe en ce moment, au Niger et ailleurs, est-ce que ce schéma est en train de se... Enfin, et se renouvelle, et la tactique russe ou la stratégie russe, c'est quoi? Ben, c'était à l'époque, lorsqu'ils ont vu que c'était le chaos, que nous, on était au Mali, mais il y avait d'autres fronts qui s'ouvraient, les trois frontières avec le Burkina Faso, un peu le Niger. Enfin, ça, c'était un cancer.
Hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc, il fallait toujours plus de moyens, toujours plus d'hommes. Les Américains venaient avec leurs satellites. Enfin, bon, voilà, ça grossissait. Et les Russes ont vu qu'on perdait pied, en gros. Voilà. Et ils sont venus. Ils se sont dit, on y va, on prend le vide. Enfin, on remplit le vide. Voilà. Et ils sont venus par exemple en Centrafrique, qui est un pays qui n'est pas un, qui est totalement corrompu, non gouverné, non gouvernable, où il n'y a pas de route la saison des pluies. Fait bon, bref, ils sont venus en disant on va vous aider. Ils ont même demandé au Conseil de sécurité de livrer des armes. Au début, on a dit non, puis après, on a dit oui. et on s'est retiré. On a donné les clés, en fait, aux Russes. Ah oui, carrément, ouais. Alors, faut se mettre dans le contexte. Ouais. Il n'y avait pas l'invasion quand même, il n'y avait pas eu l'invasion il y avait la Crimée, mais il n'y avait pas eu l'invasion du Donbass totalement, et de Kiev, c'est largement avant 2022. Mais, et les Russes, là, sont venus avec leurs mercenaires, Wagner, et ils ont fait un business plan original que nous, on ne faisait pas, c'était des armes, votre sécurité, et contre les diamants, le diamant, l'or, le bois, et ils ont monté cette on va en parler, ce n'est plus bénéfice-risque, c'est les armes, votre sécurité, et les diamants, abouler les diamants. On se retrouve juste après cette petite pause. Avec Patrick Forestier qui vient nous voir pour ce livre Poutine contre la France aux éditions du Cherche Midi. Et puis vous au 0826 300 300, appelez-nous pour poser toutes vos questions. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si les carottes sont cuites pour Poutine ou pour la France. Qui vivra verra. De toute façon, on préférait que ça soit la France, bien sûr, qui gagne. Mais enfin, encore que c'est un combat d'ailleurs très compliqué, très complexe. Justement, Patrick Forestier, vous étiez là-bas. Qu'est-ce que... En fait, ces pays sont aussi, même le Mali, tout ça, sont restés assez tribaux également. Enfin, je veux dire, la structure tribale est très très forte. Et quand arrive Wagner, vous disiez, on terminé notre entretien, notre premier entretien, c'était, vous disiez, ok, eux, ils ont une stratégie très simple, on vous assure la sécurité, les armes, mais les diamants, etc., c'est à nous. Et il y a quelque chose de formidable, parce que vous parlez de ce livre, de ce documentaire que j'avais vu, remarquable pour Canal+, du sang sur mes portables, du sang, hein. Dans nos portables. Sur mes portables, sur le collerant, effectivement. Et ça continue, ça. Il y a ces guerres fratricides entre le Rwanda et le Congo, Kinshasa, sur les terres rares, enfin, ce qu'on appelle ces matériaux, tout ça. Voilà, le coltan en particulier, mais il y en a d'autres. Donc le sous-sol, c'est un scandale géologique, le Congo ex-belge. Ex-belge, oui. Voilà, Congo-Kinshasa, comme on dit. Pour faire plus vite. Donc, c'est un pays immense, et avec un sous-sol gorgé de minerais, très riche. Très riche, ouais. Sous-exploité. Et donc, là, voilà, on a eu, à cette époque, des trafiquants qui venaient exploiter le Rwanda à côté, qui récupéraient, qui commerçaient. Mais bon, voilà, c'est un immense, marché ouvert qui permet donc à tous les mauvais garçons de s'enrichir à chacun à leur tour. Et alors justement, de ce point de vue-là, que ça soit là ou ailleurs, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? L'Occident, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'avez suivi, ça? Alors nous, traditionnellement, de moins en moins, parce qu'on avait moins d'argent, mais c'était la coopération, les écoles, les routes, l'agronomie. On se servait aussi des produits quand même, hein? Pas tellement, sauf au Niger où il y avait l'uranium. Ouais, d'accord, oui. Voilà, mais le reste, franchement... voilà. Oui, ça n'occupait pas tellement. Pas tellement, non. L'or partait à Anvers, les diamants partaient à Anvers, en Israël... tout ça a été huilé, voilà. C'était pas tellement c'était, peut-être, il aurait fallu d'ailleurs s'en apercevoir et couper, et peut-être couper le cordon ombilical et pas laisser comme ça traîner les choses. Donc, quoi qu'il en soit, eux, Wagner, ils ont pris les choses en main, parce que des rébellions s'étaient mises au nord du pays, à Centrafrique,
pays qui sincèrement qui a pas de ressources pour nous qui ont pas d'argent. Voilà, on peut pas, nos entreprises ont du mal à travailler là-bas parce qu'il y a pas grand-chose, quoi. Hein. Il y a pas de moyens, surtout aussi. Et donc alors nous, Wagner a fait quoi? Il a commencé petit à petit. Il a phagocyté les hauts fonctionnaires, la gouvernance, si vous voulez. Et nous, on était déjà empêtrés au Mali. Donc il y a eu commencé à avoir des massacres entre chrétiens et musulmans. D'abord entre musulmans et chrétiens. Les chrétiens je schématise, ont répliqué évidemment, sinon ils se faisaient découper en rondelles évidemment. Ouais. Et donc on a eu peur à Paris. On a craint un deuxième Rwanda. Ouais, un génocide. Un deuxième génocide. Et d'être accusé. Ouais, d'avoir rien fait, d'assistance à personne en voilà, danger, de savoir et de rien faire. Alors, donc on y est allé pour l'opération Sangaris, dont on a ouvert un autre front. Qui était différent de celui du Mali, qui était contre les salafistes. Là. Et là, ça nous a quand même pas mal, pris de ressources. Il y a eu les attentats à Paris, nous sommes allés au Levant. Donc il y avait beaucoup de fronts pour la France. Il y avait Barkhane, il y avait... Voilà, et Serval, s'est transformé en Barkhane, Là, c'était pour contrôler un territoire aussi grand de la Bretagne jusqu'à Moscou. Hein. C'est aussi alors justement, Patrick Forestier, vous avez suivi, en tout cas longuement, cette affaire. Honnêtement, pour nous, ça a été géré comment? On se rappelle comment Hollande a été accueilli en libérateur et en triomphateur après l'opération. Il dit c'est le plus beau jour de ma vie. Bon. Politique. Politique, oui. On sait qu'il a d'autres intérêts, heureusement pour lui. Mais au fond, est-ce que aujourd'hui, avec le recul, voyez, on s'est fourvoyé? Il fallait le faire parce que sinon, effectivement, vous le dites dans votre livre, ça passait islamique et charia. Mais est-ce qu'on s'est fourvoyé avec le recul? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, alors c'est facile de parler après coup. Il faut pas. Ouais. C'est évidemment beaucoup plus complexe que des a priori comme ça, même concernant, si vous voulez. Mais on peut constater, ça fait quand même pas mal de temps, il fallait agir. L'opération Serval en soi, il y a peu ou prou, il n'y a pas grand monde, même en Afrique, qui la critique. Il y avait quand même des chances qu'ils arrivent près de Bamako ou à Bamako, donc là, c'était plus la même chose. Il y avait un pays qui tombait, qui s'écroulait, qui devenait islamiste, copain avec les talibans. Ça, c'est quand même pas. C'est quand même préoccupant. Ça. Oui, c'est préoccupant. Donc voilà. Après, étendre cette opération, comment ça a été fait est-ce que sous Hollande, il n'a pas voulu, et son ministre Le Drian, qui était très occupé avec cette affaire, n'ont pas voulu revenir en arrière. Enfin bon, on peut refaire le monde maintenant, mais en tout cas, rester. Il ne fallait pas, et c'est ce que fait Macron, hein, il a préféré... Au final, on nous a mis dehors, mais on avait commencé à partir du Mali de nous-mêmes. Mais alors, d'où vient, parce que ça vous en parlez aussi, d'où vient cette espèce de furie anti-française, style on a été colonisé, oui, ça va, vous n'avez rien compris, parce que ce qu'on entend dans la doxa, et vous le dites dans votre livre, vous voyez, vous comprenez, la Russie, les BRICS, tout ça, ils viennent pas pour nous coloniser, ils viennent pour collaborer avec nous, on l'entend, c'est un discours qu'on entend énormément, notamment en Afrique, au moins, eux, les Russes, ils viennent pas, tandis que vous avez voulu nous apprendre la civilisation, etc. Enfin, je caricature, bien sûr, mais cette réaction anti-française, en tout cas dans certains milieux, elle vient de quoi? Ça a été une campagne sans précédent, je pèse mes mots, donc de cette fameuse, à travers cette fameuse guerre hybride, contrairement à ce qu'on pense, Internet marche en Afrique, le portable, il est partout. Il y a des antennes, même dans les villages. Marche bien partout. Ouais. Oui, c'était... y compris dans les villages pour les Africains les plus reculés, c'est formidable, parce que en dehors de la politique, j'allais dire, grâce à un portable, on sait si la route est... On appelle son cousin et on va lui apporter de l'aide. Il n'y a pas de route, donc le portable, c'est formidable. Voilà, et puis, bon, je fais court, donc à travers ce moyen, ce vecteur, donc les Russes ont saisi
l'opportunité, ont bien compris comment il fallait faire, et ils ont démonté pierre par pierre l'édifice français. Et ça a été sur tous les bouts, en faisant par exemple à Centrafrique, en projetant des films contre la France, mais assez bien fait, de fiction, des dessins animés, comme ça produit. Ouais. Oui, ils ont créé des produits de propagande anti-français à tous les niveaux, des dessins animés. Parce qu'en Afrique, malheureusement, tout le monde ne sait pas lire. La presse écrite, par exemple, est très peu vendue, parce que les gens, d'abord, ils vont pas acheter pour apporter le journal, qu'il y a une seule piste inondée, c'est difficile. Oui. Voilà. Donc, Internet marche bien. Donc, des dessins animés, mais qui sont très bien faits, où les Français, le président Macron... Ils sont dépeints comment? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit nous, on est le diable, on est des voleurs, on est sournois, on vient dévaliser les richesses de l'Afrique. On est avec les rebelles, on est même avec les djihadistes, disait-il. Alors que c'est quand même nous qui pas vraiment ça quand même. C'est quand même l'armée française qui a lutté avec des morts contre eux. Non, mais ils ont réussi à renverser le récit. Bon, c'est un peu la méthode soviétique ou de Poutine aujourd'hui. Et puis c'est les méthodes propagandistes, enfin. Voilà, une réalité, on la transforme. La réalité, on la transforme à sa sauce, quoi, si vous voulez. Bien sûr. Voilà. Et c'est ça, petit à petit, au fil des ans, on n'a pas riposté sur ce terrain-là. Faut le dire. C'est ça, à chaque fois. On savait pas trop faire. Ouais, mais on a un peu, les démocraties, on peut, pas honte, mais c'est pas des méthodes. On a un peu un bras à minima, dans le dos, si vous voulez. On boxe avec un bras en écharpe. Oui, voilà, on dit, bon, on va pas raconter que les Russes mangent des petits enfants. Voilà, ouais. Dit qu'eux, ils racontaient ça, hein. Il racontait que on kidnappait des Africains, on les faisait travailler, tout y passait, tous les thèmes y passaient les plus esclavage, remise en esclavage, tout l'état néocolonialiste, voilà. Donc au bout de 2-3 ans, voilà, et en plus les mercenaires étaient rentrés. Donc les mercenaires russes de Wagner. Ah oui. Donc c'était pas vraiment l'armée russe. Non, bien sûr. Mais bon, alors conseiller à la présidence, conseiller au Premier ministre. Ils étaient dans les échelons même du pouvoir à haut niveau. Ils avaient pris le camp de Berengo et l'ancien camp de Bokassa. Ouais. Donc ils s'installaient là, une piste d'aviation. Ils montaient accompagner les forces centrafricaines contre les rebelles, si vous voulez. Et puis, ils n'y allaient pas de même morte. Hein. Sur Internet, les Africains savaient bien qu'ils avaient affaire. Un soldat français, a priori, un contrôle français sur un barrage, on va pas kidnapper le type, le pendre au lampadaire. Enfin, les Russes, oui. Les Russes, faut s'arrêter au barrage. donc, si vous voulez, les Africains avaient quand même compris ça. Et sur Internet, ils voyaient aussi... Wagner, ça ne me privait pas. On mettait, par exemple, des images atroces où ils exécutent un traître en Syrie. Pour raconter ça. C'est torture. Mais tout ça filmé. Mais ça, comme ça, si vous n'êtes pas au courant, mais là, vous l'êtes. Si vous voulez, On va continuer à en parler après cette petite pause, Patrick Forestier, puis on va revenir à l'Ukraine, à ce qui se passe maintenant, à la situation. À tout de suite. Et puis 0826 300 300 pour témoigner, pour réagir, pour poser vos questions. On est là, on vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Poutine contre la France. Et alors, on va parler,
on pourrait parler pendant des heures de cette pénétration en Afrique, c'est très intéressant. Et comment, d'ailleurs, ce sont des questions qui vont se poser, qui sont posées. Comment nous avons réagi, quand je dis nous, la France, pas seulement, et puis l'Occident, etc. Enfin, vous en parlez en tout cas très bien dans votre livre, vous décrivez ce qui s'est passé. Dans cette espèce de guerre froide qui est là aujourd'hui, enfin il y a une autre guerre froide, bien sûr. Patrick Forestier, mais au sujet de l'Ukraine, où vous êtes allé pour divers journaux depuis déjà 2 ans et demi, vous êtes allé, je crois, à de nombreuses reprises. Non, pas tellement. Je suis allé au début de l'été 2022, là où c'était au pic. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et depuis, non, parce que je commence à écrire ce livre. Voilà. Bien sûr. Et est-ce que, franchement, pour vous, parce que je vous en parlais un peu dans la seconde partie. Alors on parle aujourd'hui, 1er février 2024, est-ce que pour vous c'est plié ou pas, la guerre Russie-Ukraine? Parce que plié, c'est-à-dire les Russes ont gagné, disent certains. Et je parle je parle pas des gens qui sont pro-russes, qui disent oui, malheureusement. Alors je résume très 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 rapidement. Ils disent oui, c'est vrai, mais il faudrait donner beaucoup plus de moyens aux Ukrainiens. Surtout peut-être que l'OTAN, je ne dirais pas entre en guerre, mais s'en occupe. Que sinon, avec le nombre, avec tout cela, et vous avez eu déjà 500 à 600 000 morts, je ne sais pas combien. Ça va continuer comme ça, mais jusque à quand si vous ne donnez pas vraiment les moyens? Et tout semble se passer comme si l'Occident ne veut plus les donner, ou beaucoup moins. Surtout les Américains. Ouais. Mais bon, après on va voir qu'est-ce qu'ils vont donner ou pas, parce qu'ils vont finir par quand même trouver un accord au Congrès. Mais alors, est-ce que l'Ukraine a perdu? Parce que c'est ça en creux votre question. Ben, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 0-0. On a quand même si on veut être, pertinent, on a un pays qui est 3 fois 140 et quelques millions d'habitants du côté russe, 40 de l'autre côté, une armée, beaucoup un tas de ferraille énorme, des stocks énormes. Ben, ils ont gagné 10 terrains de football. Donc on ne peut pas dire que l'Ukraine est fatiguée, usée et surtout tout simplement manque de cartouches et d'obus. Déjà. Et le moral est comment? Et le moral ça commence à peser. Mais de là à franchir le pas, je ne pense pas que ce soit mûr. De l'autre côté, également, du côté russe, même si Poutine passe à la télé tous les jours pour dire le contraire, ils sont pas quand même folichons. Voilà. Donc, on est plutôt dans un match 0-0, si vous voulez, si on peut oser dire ça. Match nul, si on peut dire, avec des centaines de milliers de morts. Oui. Mais les gens voient ça un peu parce qu'ils disent quand c'est que la guerre se finit, comme match de foot, si vous voulez. Allez, il y a 90 minutes, allez, il faudrait que ce soit fini, on passe à autre chose. Non, une guerre comme ça, de cette ampleur, ça prend des années. Donc, nous, Français déjà, qu'est-ce qu'on a à gagner à ce que l'Ukraine s'effondre? Quel est le but? Quel est le but de guerre de Poutine? Est-ce que c'est l'Ukraine? Il s'en fout, il dit que c'est une province, que ça n'existe pas. Non, il veut pas prendre l'Ukraine, je crois pas du tout ça. Mais bien sûr que si, il a écrit, s'ils perdent, il prend Kiev et il met quelqu'un. Ce qui était prévu, ils disent toujours que le plan continue, il y a pas de. Si l'Ukraine s'effondrait, c'est pas le cas. Mais si l'Ukraine s'effondrait totalement. Mais quand vous dites qu'est-ce qu'on a à perdre, non, parce que non, qu'est-ce qu'on a à gagner? Oui, qu'est-ce qu'on a à gagner ou à perdre? Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui, à tort ou à raison, une opinion politique en disant oui, mais regardez, qu'est-ce que ça nous a apporté l'embargo? On paye le gaz beaucoup plus cher, l'électricité beaucoup plus cher, etc. Bon, pas nous, Enfin bon. Non, mais les gens, les Allemands, ils achètent plus de gaz. Pendant 16 ans, Madame Merkel. C'est du jamais vu, dans un pays dit en plus extrêmement développé, vendre son pays, il n'y a pas d'autre mot, à son voisin qui gouvernait à sa manière une démocratie, on va dire inachevée, pour être gentil, mais son voisin, et se mettre son pays entre pieds et poings liés en achetant du gaz à son voisin qui était quand même toujours un peu menaçant. Et à votre avis, aujourd'hui, l'Allemagne est toujours, même si elle a fait l'embargo de ça, dans ce schéma, parce que pourquoi l'Allemagne et la France, vous savez, on parle du couple franco-allemand, ce couple franco-allemand, je sais pas. On est séparés, on n'est pas divorcés, mais on est séparés. On est séparés. Oui. Une communauté réduite aux acquis. Voilà. Pour l'instant, ça peut revenir, ça m'étonnerait. Non, parce que là, on voit que, alors, il y a eu un renversement de situation politique en Allemagne. Maintenant, c'est par exemple sur les Verts, les Greens, très important,
qui soit à fond dans le gouvernement allemand pour aider l'Ukraine contre la Russie, parce que l'Allemagne, il faut se mettre à leur place aussi, comme les Polonais. On a déjà oublié, il y avait l'Allemagne de l'Est avant. Sûr. Et si vous voulez, c'est pas si vieux que ça. Les Allemands, quand même, quand ils réfléchissent, ils voient que ils se disent ça va aller où, quoi. Ça va. On retourne. C'est ce que dit Poutine. Il veut revenir, mais il a écrit 3 mois avant le début de l'invasion, et 2 lettres, 2 comptes rendus qu'il a envoyés à l'OTAN et aux États-Unis, même pas aux Européens d'ailleurs. Pour lui, ça comptait pas, ça compte toujours pas d'ailleurs. En disant voilà, mon plan, il faut retirer vos armées, il faut refaire un Yalta, c'est ça, avec une bande dans le centre Europe qui soit neutre, c'est-à-dire démilitarisé, c'est-à-dire sous sa main. Voilà. Alors on a, je crois, on a du monde au standard, Patrick, oui, puisque c'est Bruno qu'on a au 0826 300 300 qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. J'aurais voulu revenir brièvement sur l'Afrique. Oui. Savoir si au-delà de l'accusation un peu facile, effectivement, les Russes sont de plus en plus présents en Afrique, mais est-ce que au-delà des Russes, il n'y a pas non plus les Chinois, les Américains? La semaine dernière, Madame Meloni, l'italienne, a décidé d'investir plus de 5 milliards d'euros dans une présence italienne en Afrique. Il y avait même une délégation hongroise au Tchad. Est-ce que finalement, c'est pas toutes les puissances, au-delà des Russes, je pense notamment aux Chinois et aux Américains, qui arrivent pour occuper la place que la France est en train de laisser vacante? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, quand même, par rapport à l'accueil, à la guerre hybride que vous évoquiez, j'ai envie de vous dire, il est clair que les Russes mènent une guerre hybride avec la présence de Sputnik, de Russia Today en Afrique. Mais enfin, il me semble qu'à travers RFI, à travers la BBC, à travers les Américains, on a aussi, nous, les moyens de mener une guerre hybride. Et après tout, est-ce que c'est pas aux Africains de décider? Patrick Forestier. Alors attendez, oui, aux Africains décidé, dire le contraire serait mentir quand même. Voilà, donc évidemment, est-ce qu'il faut faire pareil que les campagnes de désinformation russes? Moi, je pense que c'est personnel, mais il n'y a pas comment qui le pense. Non, de cette manière-là, non. C'est-à-dire mentir, tourner la vérité, menacer. Non, mais on peut faire des campagnes. Mais voilà, mais malheureusement, nous, quand on dit oui, aller au dispensaire, faire vacciner, je parle pour l'Afrique, pas spécialement pour le Covid. Pour la santé publique, tout ça, financer, choses comme ça. C'est ce qu'on fait depuis longtemps. Les Russes, ils font pas ça. Ils vont pas dépenser des dollars ou des kopecks pour ça. Et la première question... par rapport, justement, il dit, mais il n'y a pas que les Russes, il y a les Américains, les Anglais, exactement, les Chinois, etc. Et les Turcs. Oui, c'est tout à fait vrai, mais seuls, quand même, les Russes, aujourd'hui, font de la politique, j'allais dire, font de la présence militaire. Alors les Turcs, ils vendent des drones, ils essayent de vendre des drones. Enfin, les Africains sont demandeurs, en tout cas. Comment dire? Bon, les Italiens, c'est l'immigration. Donc c'est les migrants, eux, qui arrivent chez eux par milliers. Donc ils essayent à la base, d'endiguer le truc en disant peut-être, ce qui est la bonne solution d'ailleurs. Mais tant qu'elle ne sera pas totalement européenne, à mon avis, ça va pas marcher. Il n'y a pas d'abord et surtout ce dont vous avez parlé, vous avez fait des reportages là-dessus, Patrick Forestier, les terres rares, les minerais, les richesses. Et ça, franchement, russe ou pas russe, tout le monde veut les richesses. Oui. Alors, mais je le répète, les Européens, alors peut-être ils sont, pas très malins, mais on achète plutôt... une fois que c'est transformé, on va pas, mis à part l'uranium, pas dans des années au Niger. Je mets toujours ça à part. Voilà. Donc les Chinois, vous disiez, viennent. Mais par exemple, en ce moment, en force, mais ils ont beaucoup de difficultés. Ils ont fait des prêts, du troc un peu, en gros. Les Africains peuvent pas payer ce qu'ils ont signé. Et chez eux, ils ont quand même des problèmes économiques avec l'immobilier. Bref, on va pas faire le portrait économique de la Chine. Mais donc, ça va pas très bien non plus. Donc c'est vrai qu'il y a une présence qui s'est démultipliée. C'est fini le face-à-face avec la France, c'est clair.
C'est fini. Non, c'est fini, c'est fini. Et puis c'est tant mieux, moi je pense. Ça aurait dû être fait plus clairement. Et même là, encore aujourd'hui, même si Macron dit c'est terminé, la phrase il le répète. Et c'est quand même quasi, c'est vrai. Ah ben les Africains ne croient pas. Ah oui. Non, ils ne croient pas. Mais non. Ils ne croient pas. Et pour l'instant, je touche du bois. Et c'est pas contre les Français, parce que c'est contre la politique française. Le franc CFA, par exemple, voilà. Ouais, ce sont des messages peut-être qu'on devrait. Alors là aussi, le franc CFA, c'est. Éclaircir un peu la chose. Hein. On change de titre déjà parce que voilà. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Patrick Forestier, en tout cas, à lire Poutine contre la France. Il y a beaucoup de récits dans ce livre. Et après, vous faites votre opinion, mais effectivement, on voit à quel point, d'ailleurs, et vous voyez vous-même, j'imagine, à quel point en 40 ans le monde a changé, a été bouleversé. C'est ça qui est tout à fait patent. Je dirais en creux, comme en mots, dans votre livre, vraiment, on a changé de monde. Non pas le monde, mais on a changé de monde. Merci. Je vous remercie. Merci Patrick Forestier d'avoir été avec nous. La France contre Poutine aux éditions du Cherche Midi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. André Berkoff, vous revenez demain avec Céline Alonso pour la culture. Vous recevez, je crois, Farida Khalfa. Voilà, une enfance française passionnante. Entre 13h et 14h. Et puis demain, c'est Alexis Poulain qui sera aux commandes de midi à 13h. Tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio arrive dans la capitale mondiale de la gastronomie, du musée des Beaux-Arts au marché Saint-Antoine, de l'île Barbe au quartier des Antiquaires, depuis le sommet de Fourvière. Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.